Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Lago Serenity Resort a un nouveau propriétaire. La voix du directeur Ethan résonna dans le hall principal tandis que j'observais depuis la véranda extérieure, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. À travers la baie vitrée, je voyais tous les membres de la famille Ashworth figés dans leurs fauteuils en cuir italien, leurs coupes de champagne Dom Pérignon suspendues dans les airs comme des statues. Le silence était si dense que je pouvais entendre le bruit des vagues du lac qui venaient frapper la jetée privée. Le nouveau propriétaire est parmi nous ce soir, a poursuivi Ethan, ses yeux scrutant la foule jusqu'à ce qu'il trouve les miens à travers la vitre. Victor Caldwell. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte-fenêtre, mais pas résonnant sur le marbre tandis que je marchais vers le centre du salon. Les expressions de choc étaient plus satisfaisantes que je ne l'avais imaginé pendant tous ces mois de planification minutieuse. Sarah était figée sur sa chaise, la bouche légèrement ouverte, comme si elle voyait un fantôme. Hamilton Ashworth, le patriarche tout-puissant, avait complètement perdu ses couleurs. Eleanor, ma belle-mère, avait renversé sa coupe de champagne sur sa robe Chanel à 3000 $. Je m'appelle Victor Caldwell. J'ai 34 ans. Et jusqu'à il y a 30 secondes, ma femme Sarah et toute sa famille me considéraient comme un mari raté qui travaille dans l'ingénierie et vit au crochet de l'héritage familial. Ils ne savaient pas que je suis ingénieur en système ferroviaire, spécialiste des infrastructures à grande vitesse, responsable de projets de plusieurs milliards de dollars sur la côte ouest. Des projets qui relient des villes entières, des systèmes qui transportent des millions de personnes chaque jour. Ils ne m'ont jamais posé de questions sur mon travail. Ils n'ont jamais montré le moindre intérêt. Pour eux, je n'étais que le garçon de la classe moyenne que Sarah avait ramené à la maison après ses études à Stanford. Le type qui conduisait une Honda Civic pendant qu'ils paradaient dans leur Bentley et leur Maserati. L'homme qui portait des costumes de Men's Wearhouse alors qu'il portait des costumes Armani sur mesure. Pendant 8 ans, j'ai souri poliment pendant que Hamilton m'appelait « notre Victor », avec ce ton condescendant qu'il réservait aux chauffeurs et aux jardiniers. Pendant que ma belle-sœur Jessica plaisantait sur le fait que j'étais encore en train de chercher ma voie, à 34 ans, comme si j'étais un adolescent perdu. Tandis que ma belle-mère Eleanor me demandait quand j'allais enfin trouver un vrai travail dans une entreprise sérieuse, alors que j'avais supervisé la construction du plus grand projet de train à grande vitesse de l'histoire américaine. L'ironie, c'est qu'Eleanor travaillait comme consultante en design d'intérieur pour ses amis riches, réorganisant essentiellement des meubles pour passer le temps, tandis que je déplaçais littéralement des montagnes, construisant des tunnels à travers des chaînes de montagnes. Sarah ne m'a jamais défendu. Pas une seule fois en 8 ans de mariage. Pas quand son frère Marcus m'a demandé si je jouais encore au petit train devant 15 personnes à Noël. Pas quand Eleanor a suggéré que je devrais envisager de vendre des assurances parce que, au moins, ça permettrait de subvenir aux besoins d'une famille. Mais Victor, murmurait-elle ensuite, ils ne le disent pas méchamment. C'est juste leur façon d'être. Toujours la même excuse. Toujours la même trahison silencieuse. Toujours en train de me demander d'être l'adulte dans la pièce pendant qu'ils se comportaient comme des enfants gâtés. Ce complexe hôtelier au bord du lac Tahoe est le sanctuaire de la famille depuis 4 générations. Chaque été, il loue toute l'aile et pendant 3 semaines, invitant des sénateurs, des PDG de multinationales, des héritiers de fortunes anciennes. Il conclut des contrats de plusieurs millions de dollars entre 2 plongeons dans la piscine à débordement et des dîners avec vue sur le coucher du soleil. Sarah a grandi en croyant que cet endroit était une extension de l'identité familiale. C'est ici que je me sens vraiment chez moi, m'a-t-elle dit lors de notre premier été ensemble, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cet endroit est éternel, Vic. C'est notre tradition. Eh bien, maintenant, ce qui se passe à l'extérieur contrôlait complètement ce qui se passe ici. Pendant qu'il gaspillait des fortunes dans des voitures de luxe qu'il changeait tous les 2 ans et dans des appartements à Manhattan qu'il n'utilisait que 3 fois par an pour poster des photos sur Instagram, j'investissais chaque centime dans des biens immobiliers commerciaux stratégiques. Je travaillais 80 heures par semaine, je voyageais en Chine et en Allemagne pour superviser des projets d'infrastructure, je signais des contrats avec des gouvernements entiers et je canalisais toute ma frustration conjugale dans la construction d'un empire silencieux dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. La véritable ironie, ils pensaient que je voyageais autant parce que je n'arrivais pas à garder un emploi stable. Hamilton a fait remarquer un jour pendant le dîner de Thanksgiving, « Victor est toujours en train de courir après quelque chose, n'est-ce pas? C'est typique de quelqu'un qui n'a pas la discipline nécessaire pour construire quelque chose de solide. » S'ils avaient su que pendant qu'il trinquait avec du champagne à 1000 $ la bouteille, je signais des contrats de 50 millions de dollars avec le ministère allemand des Transports. Ce matin, quand Eleanor m'a demandé si je pouvais jeter un œil à la note de la chambre, parce qu'elle semblait trop élevée pour un endroit clairement en déclin, j'ai simplement souri et répondu que j'allais vérifier. Je savais déjà que dans quelques heures, elle découvrirait non seulement qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour la note,
mais qu'elle allait désormais payer le prix fort, sans les réductions famille dont il bénéficiait depuis des décennies. Les réductions que j'avais personnellement supprimées 3 semaines auparavant. Si vous aimez cette histoire à rebondissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va vous montrer comment 8 années d'humiliation systématique peuvent se transformer en la vengeance la plus élégante et la plus dévastatrice que vous ayez jamais vue. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Comment un raté sans avenir a réussi à acheter en secret le symbole ultime de leur succès et de leur statut. Et pourquoi, en cet instant précis, alors que je regarde Sarah me fixer comme si elle voyait un fantôme ressuscité, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. Car la vérité, c'est qu'ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Et maintenant, il était trop tard pour le découvrir. Hamilton Ashworth III n'était pas seulement riche, c'était le genre d'homme qui croyait que son ascendance lui donnait des droits sur les autres. À 62 ans, il contrôlait un conglomérat immobilier que sa famille avait bâti au fil de 5 générations, et traitait toute personne qui n'était pas née avec une cuillère en argent dans la bouche comme une forme de vie inférieure. Sarah était une version féminine de lui, mais en moins subtile. À 31 ans, elle n'avait jamais travaillé de sa vie, vivait de l'argent de son fonds fiduciaire et avait cette façon condescendante de me parler comme si j'étais un enfant qu'elle devait éduquer sur la façon dont les choses fonctionnent dans le monde réel. « Victor, mon chéri », m'a-t-elle dit lors de notre première dispute sérieuse au sujet de l'argent, 3 mois après notre mariage, tu dois comprendre que certaines personnes sont nées pour diriger, et d'autres pour suivre. Il n'y a rien de mal à être du second type. Eleanor, ma belle-mère, était encore pire. Une mondaine de 58 ans qui dépensait plus en soins du visage par mois que la plupart des gens gagnent en salaire, et qui avait élevé l'humiliation subtile au rang d'art. Elle ne me traitait jamais directement de raté. Cela aurait été trop vulgaire pour quelqu'un de sa classe. Au lieu de cela, elle posait des questions. « Victor, tu travailles toujours sur ce petit projet de train ? Pendant les dîners de famille avec 15 personnes à table. » Ou encore, « Sarah, ma chérie, tu ne penses pas que ce serait mieux si Victor cherchait quelque chose de plus stable ? À son âge, un homme devrait s'être installé. » Son âge. Comme si 34 ans, c'était pratiquement la retraite. Jessica, ma belle-sœur de 28 ans, était la pire de toutes parce qu'elle faisait semblant d'être mon amie. « Vic, tu es tellement intelligent, » disait-elle avec ce sourire faux. « Je parie que si tu mettais toute cette énergie dans quelque chose de vraiment lucratif, comme la vente ou le conseil, tu pourrais gagner beaucoup d'argent. » Marcus, le frère de Sarah, était plus direct. Lors du barbecue de la fête nationale l'année dernière, il a demandé devant toute la famille « Victor joue toujours à faire des trains, ou il a enfin trouvé un vrai travail ?» Tout le monde a ri. Sarah aussi. Son rire était comme un coup de poignard. Ce n'était pas un rire nerveux ou gêné, mais un rire sincère, comme si la blague de son frère était vraiment drôle. Comme si notre mariage était une comédie qu'elle regardait depuis les gradins. « Marcus, arrête », a-t-elle dit après, tout en souriant, « tu sais que le travail de Vic est important. » Important. Comme s'il s'agissait d'un passe-temps qu'elle tolérait par charité. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux n'avait jamais pris la peine de découvrir, c'est que jouer au petit train signifiait concevoir des systèmes de transport qui brassaient des milliards de dollars et transportaient des millions de personnes. Des systèmes qui reliaient des pays entiers. Alors que Hamilton avait hérité de fortunes bâties par d'autres, je construisais littéralement l'avenir. Alors que Marcus gérait l'une des entreprises familiales sans avoir jamais rien obtenu dans la vie, je signais des contrats avec des gouvernements de 3 continents. Mais pour eux, je n'étais que le mari pauvre que Sarah avait ramené à la maison. Le tournant s'est produit à Noël, il y a 2 ans. Nous étions dans la maison familiale à Marthaes-Vineyard, une propriété de 20 chambres qu'ils louaient à des gens ordinaires pendant l'été pour payer leurs impôts. Eleanor organisait l'une de ces célèbres fêtes de Noël avec des sénateurs, des juges, des PDG de sociétés du Fortune 500. Des gens qui dirigeaient réellement le pays tout en buvant du champagne Dom Pérignon dans son jardin. Sarah m'a présenté au sénateur Williams en me disant « Voici mon mari Victor, il travaille dans les transports. » Les transports. Comme si j'étais chauffeur Uber. Le sénateur m'a poliment interrogé sur mon travail, et lorsque j'ai commencé à lui expliquer le projet de train à grande vitesse entre Seattle et Vancouver, Sarah m'a interrompu. Vic adore parler de ses projets techniques, mais c'est un peu trop compliqué pour les non-initiés. Elle m'a réduit au silence devant un homme qui votait des milliards de dollars pour les infrastructures chaque année. Un homme qui aurait pu être un contact précieux pour l'expansion future de mes projets. Mais le moment qui m'a vraiment brisé s'est produit dans la cuisine. J'aidais Eleanor à organiser les desserts quand j'ai entendu Jessica au téléphone avec quelqu'un, parlant de moi comme si je n'étais pas à 3 mètres d'elle. « Oh, tu aurais dû voir ça », riait-elle au téléphone. Victor, complètement perdu, essayant de parler aux gens importants. Sarah a pitié de lui, n'est-ce pas?
Comme ces petits chiens que l'on adopte par charité, mais qui ne feront jamais vraiment partie de la famille. Eleanor a tout entendu et n'a pas dit un mot. Elle a simplement continué à arranger les petits fours comme si de rien n'était. Ce soir-là, allongée à côté de Sarah, je lui ai demandé si elle avait entendu la remarque de sa sœur. « Oh, Vic, a-t-elle soupiré, tu sais comment est Jess. Elle ne dit pas ça méchamment. Elle ne dit pas ça méchamment. » À partir de ce moment-là, j'ai commencé à tout noter. Pas par paranoïa, mais pour survivre. Chaque remarque humiliante, chaque blague à mes dépens, chaque fois que Sarah choisissait sa famille plutôt que son mari. C'est alors que j'ai compris que j'avais besoin de plus qu'une simple carrière réussie. J'avais besoin d'un pouvoir réel. Le genre de pouvoir qu'il respecterait. Au cours des 2 années qui ont suivi, j'ai investi chaque centime de mes contrats millionnaires dans des placements immobiliers stratégiques. Je travaillais 16 heures par jour, non seulement sur les projets ferroviaires, mais aussi pour constituer un portefeuille immobilier qui me donnerait une influence réelle sur les personnes qui m'avaient toujours méprisé. Sarah pensait que je traversais une crise de la quarantaine. « Tu travailles tellement ces derniers temps, me disait-elle parfois, tu devrais peut-être te détendre un peu. Peut-être. Suivre une thérapie ? Une thérapie. Comme si l'ambition était une maladie mentale. Mais il y avait un détail que ni Sarah ni sa famille ne connaissaient à mon sujet. Je n'oublie jamais une humiliation. Et quand j'ai enfin les moyens de régler mes comptes, je le fais avec intérêt. Le Lake Serenity Resort n'était pas un achat émotionnel. C'était stratégique. Pendant 4 étés consécutifs, j'ai observé comment cet endroit fonctionnait comme le cœur du réseau social des Ashworth. C'était ici qu'ils concluaient des affaires, renforçaient leurs alliances, affichaient leur statut. Contrôler cet endroit signifiait contrôler le centre névralgique de leur influence. Et maintenant, en voyant l'expression de choc absolu sur le visage de chaque membre de la famille, je comprenais enfin ce que mon père voulait dire quand il disait « Victor, le respect ne se demande pas. Il se gagne. » Mais la véritable beauté de mon plan ne résidait pas seulement dans la possession du complexe. Elle résidait dans ce que j'avais découvert lors de la vérification préalable à l'achat. Des informations qui allaient transformer cette soirée de révélation en simple prélude à une vengeance bien plus élaborée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal, car ce qui va suivre va vous montrer comment une famille entière peut s'effondrer lorsqu'elle sous-estime la mauvaise personne. Car il pensait connaître Victor Caldwell. Mais je ne faisais que commencer à me présenter. Le silence dura exactement 15 secondes avant que Hamilton ne brise la glace d'un rire forcé qui résonna dans la salle comme du verre se brisant. « Eh bien, dit-il en ajustant sa veste Armani et en retrouvant cet air de supériorité qu'il utilisait comme une armure, cela explique beaucoup de choses sur la baisse de la qualité du service ici. » Eleanor s'est levée de sa chaise, essuyant le champagne renversé sur sa robe avec des gestes précis et agacés. « Victor, mon chéri, a-t-elle dit avec ce ton maternel condescendant que je connaissais si bien. J'espère que tu ne t'es pas trop endetté dans cette aventure entrepreneuriale. Aventure entrepreneuriale. Comme si j'avais acheté un food truck. Marcus rit trop fort. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils sont nerveux mais font semblant d'être en contrôle. Mec, tu nous as vraiment pris par surprise. Quand Sarah a dit que tu investissais dans certaines choses, on ne s'attendait pas à ça. Sarah. Ma femme était assise comme une statue, le visage pâle, les yeux fixés sur moi comme si elle essayait de résoudre une équation mathématique impossible. Elle n'avait pas dit un mot depuis l'annonce. En fait, a interrompu Jessica avec ce sourire venimeux qu'elle réservait aux moments embarrassants, cela explique pourquoi tu as tant voyagé ces derniers temps. Ça doit être difficile d'apprendre à gérer une entreprise quand on n'a jamais eu d'expérience dans les affaires. L'ironie était si dense que je pouvais presque la toucher. Alors que Jessica vivait de l'argent de son fonds fiduciaire et n'avait jamais travaillé de sa vie, je gérais des contrats d'infrastructure qui rapportaient plus d'argent en un mois qu'elle n'en verrait dans toute sa vie. Et franchement, a poursuivi Eleanor en prenant une nouvelle coupe de champagne comme si de rien n'était, je m'inquiète pour l'avenir de la famille. J'espère que tu comprends l'importance de préserver certaines traditions. Tradition. Le code élitiste pour privilège que nous ne voulons pas perdre. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Pas de la colère, pas de la frustration, quelque chose de beaucoup plus froid et calculé. Pendant 8 ans, j'avais accepté d'être traité comme un paillasson parce que je croyais qu'il finirait par me respecter pour ce que j'étais vraiment. Mais en regardant Hamilton ajuster les poignets de sa chemise comme s'il se préparait à une négociation, en voyant Eleanor sourire comme si elle s'adressait à un enfant qui avait cassé un vase coûteux, en observant Jessica et Marcus échanger des regards complices du genre « Comment allons-nous gérer cette situation embarrassante ?» j'ai enfin compris la vérité. Ils ne me verraient jamais comme leur égal. Peu importe combien d'argent je gagnerais, combien de projets d'1 milliard de dollars je superviserais, ou même combien de propriétés j'achèterais. Pour eux,
je serai toujours le pauvre garçon que Sarah avait ramené à la maison. Victor, dit Hamilton en frappant une fois dans ses mains, comme pour appeler un employé, pourquoi ne pas en discuter demain matin? En privé. Je suis sûr que nous pouvons parvenir à un arrangement qui profitera à tout le monde. Un arrangement. Il me proposait de me racheter. Sarah finit par parler, sa voix n'étant plus qu'un murmure tendu. Vic, pouvons-nous parler? En privé? Je la suivis jusqu'à la véranda extérieure, laissant la famille Ashworth chuchoter entre eux comme des conspirateurs dans un vieux film de mafia. L'air froid de la montagne transperçait mon costume, mais je le sentais à peine. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» fut la première chose qu'elle dit, croisant les bras sur sa poitrine. « Tu ne m'as jamais demandé. » Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai. Je m'appuyai contre la balustrade en pierre, regardant le lac qui reflétait les lumières du complexe hôtelier comme des étoiles tombées du ciel. En 8 ans de mariage, tu m'as posé exactement 3 questions sur mon travail. Et chaque fois que j'ai essayé de t'expliquer, tu as changé de sujet ou tu as dit que c'était trop technique pour une conversation à table. Vic, ce n'est pas juste. Juste. Je me tournai vers elle. Tu sais combien ton frère a gagné lors de la dernière transaction familiale? 300 000 $. Tu sais combien valait mon dernier contrat? 240 millions. Elle cligna des yeux, essayant d'assimiler ce chiffre. Mais pour toi, pour ta famille, je ne suis que le type qui travaille dans les transports. Le type que vous tolérez lors des réunions de famille. Le projet caritatif de Sarah. Tu exagères. Je suis réaliste. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et lui ai montré une photo de la cérémonie d'inauguration du projet Seattle-Vancouver. Tu vois cet homme qui parle? C'est le gouverneur de Washington. Il remercie mon équipe d'avoir livré le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'État. 3 ans avant la date prévue et avec une économie de 15% sur le budget. Sarah a regardé la photo comme si c'était un document rédigé dans une langue étrangère. Cette photo a été prise le jour où ta mère m'a demandé quand j'allais mûrir et trouver un vrai travail. Pendant les 15 minutes qui ont suivi, j'ai expliqué à ma femme ce que je faisais vraiment dans la vie. Les contrats internationaux, les projets qui reliaient des pays, les systèmes que je concevais et qui transportaient des millions de personnes chaque jour. Elle m'écoutait en silence, son visage passant progressivement de la confusion à quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De la honte? De la reconnaissance? De la peur? Pourquoi n'as-tu jamais insisté? Demanda-t-elle finalement. Pourquoi as-tu laissé les gens se faire de fausses idées? Parce que je n'aurais pas dû avoir à insister pour que ma propre femme s'intéresse à ma vie. Nous sommes retournés dans le salon 20 minutes plus tard. La famille Ashworth s'était regroupée autour de la cheminée, ayant manifestement profité de notre absence pour élaborer une stratégie. Hamilton s'est levé dès qu'il nous a vus, son sourire politique parfaitement calibré affiché sur son visage. « Victor, nous avons réfléchi. Votre acquisition était évidemment une décision intelligente. Nous pourrions peut-être discuter d'un partenariat mutuellement avantageux. » Quel genre de partenariat? Eh bien, intervint Eleanor, nous connaissons cet endroit depuis des générations. Nous savons exactement comment gérer un complexe hôtelier de luxe. Vous avez l'ambition entrepreneuriale. Ensemble, nous pourrions vraiment faire de cette propriété quelque chose de spécial. Traduction. Il voulait le contrôle opérationnel, tandis que je supporterais les coûts. C'est une offre généreuse, répondis-je calmement, mais je vais la décliner. Le sourire de Hamilton vacilla légèrement. Victor, je pense que vous ne comprenez pas tout à fait les complexités de la gestion d'une propriété de cette envergure. Ce n'est pas comme les projets de construction auxquels vous êtes habitués. Des projets de construction. Comme si j'étais chef de chantier. En fait, dit Jessica avec ce rire forcé, vous feriez peut-être mieux de revendre. Avant que cela ne devienne trop compliqué à gérer pour vous. Marcus acquiesça. Nous pouvons même vous aider à trouver un acheteur. Quelqu'un qui a une réelle expérience dans le secteur de l'hôtellerie. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Au cours de la vérification préalable à l'achat, mon équipe d'auditeurs avait découvert des informations très intéressantes sur les finances des Ashworth. Des informations que j'avais conservées comme une police d'assurance, sans jamais avoir l'intention de les utiliser. Mais en regardant ces personnes, y compris ma femme, qui ne pouvait accepter que je sois compétent dans quoi que ce soit, qui préférait supposer mon incompétence plutôt que d'admettre qu'elle m'avait sous-estimé pendant près d'une décennie, j'ai compris que la révélation de la propriété n'était qu'un avant-goût. « Merci pour votre offre », ai-je répondu, mais je pense que je vais conserver la propriété pour l'instant. En fait, je prévois quelques changements opérationnels qui, je pense, vous intéresseront.
Hamilton fronça les sourcils. Quel genre de changement? J'ai souri pour la première fois de la soirée. Un sourire sincère, pas le sourire poli que j'affichais depuis 8 ans lors des réunions de famille. Eh bien, pour commencer, je vais revoir tous les accords de remise spéciale. Et, bien sûr, mettre en place de nouvelles politiques concernant l'utilisation des propriétés à des fins commerciales non autorisées. Le silence qui suivit était différent du choc initial. C'était le silence de personnes qui venaient de réaliser que la donne avait changé. Car ce qu'ils ne savaient pas, encore, c'est que lors de mon enquête financière sur la propriété, j'avais découvert que Hamilton avait utilisé le complexe pour blanchir de l'argent grâce à de fausses conférences d'entreprise. Que Eleanor fraudait le fisc sur les revenus provenant de sous-locations illégales. Que Marcus avait déclaré des dépenses personnelles comme frais professionnels. Et Jessica? Eh bien, Jessica avait un petit problème de drogue qu'elle finançait en vendant des bijoux de famille et en les déclarant comme vol à l'assurance. J'avais des documents complets sur tout. 3 ans de preuves que mes auditeurs avaient rassemblées en toute légalité lors de l'analyse de la propriété. La révélation de ma propriété du complexe hôtelier n'était que le premier acte. Ce qui allait suivre ferait passer cette soirée pour une conversation amicale. Mais d'abord, j'allais les laisser transpirer un peu. Les laisser se demander exactement ce que je savais et ce que je prévoyais de faire. Car après 8 ans passés à être sous-estimés, j'avais enfin le pouvoir de leur montrer exactement à qui ils avaient affaire. Et la leçon serait inoubliable. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures du matin et je me suis rendu directement au bureau administratif du complexe hôtelier. Ethan m'attendait déjà avec du café et un épais dossier contenant les documents que mon équipe d'auditeurs avait compilés au cours des 3 derniers mois. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» m'a-t-il demandé en posant les papiers sur la table entre nous. Cela va bien au-delà d'une simple atteinte aux privilèges familiaux. J'ai ouvert la première section du dossier. Des reçus, des relevés bancaires, des emails internes, des comptes rendus de conférences d'entreprise qui n'avaient jamais eu lieu. Hamilton avait utilisé le complexe hôtelier comme base pour blanchir près de 2 millions de dollars au cours des 4 dernières années. Absolument, répondis-je en passant à la section suivante. Eleanor. 16 cas documentés de sous-location illégale de chambres du complexe à des connaissances pendant la haute saison, empochant l'argent directement et déclarant les chambres comme occupation familiale. Évasion fiscale estimée à 400 000 dollars. Marcus apparaissait dans la 3e section avec son petit stratagème de fausses dépenses. Il avait enregistré 3 voyages d'affaires au complexe hôtelier au cours des 2 dernières années, tous financés par l'entreprise familiale comme frais d'exploitation. En réalité, il s'agissait de vacances personnelles avec sa petite amie. Fraude d'entreprise avérée. Et Jessica. Le cas le plus intéressant de tous. Ma détective privée avait retrouvé cette déclaration de sinistre au cours des 3 dernières années. Des bijoux volés, des œuvres d'art endommagées, des appareils électroniques perdus. Le schéma était toujours le même. Jessica déclarait l'objet perdu ou volé, recevait l'argent de l'assurance, et 3 semaines plus tard, l'objet réapparaissait discrètement dans des ventes aux enchères ou des magasins de dépôt-vente. Fraude à l'assurance. Crime fédéral. Bon sang, murmura Ethan lorsque je lui expliquai le stratagème. Et sa femme? Sarah n'est pas impliquée dans tout ça? Sarah est coupable d'autre chose, répondis-je en fermant le dossier. 8 ans de complicité silencieuse. 8 ans à choisir sa famille toxique plutôt que son mari. Mais techniquement, elle est innocente. Techniquement. Le plan que j'ai élaboré au cours des semaines suivantes était élégant dans sa simplicité. Je n'allais pas exposer tous les crimes d'un seul coup, cela aurait été trop chaotique et aurait perdu tout son impact. Au lieu de cela, j'allais créer une série de révélations soigneusement orchestrées qui allaient détruire la famille Ashworth, une personne après l'autre. Hamilton serait le premier. Le lundi, j'ai appelé un ancien collègue qui travaillait désormais au service des enquêtes financières de l'IRS. Je n'ai pas mentionné de nom, je lui ai simplement demandé comment se déroulait la procédure de signalement d'activités suspectes de blanchiment d'argent dans des établissements hôteliers. Hypothétiquement, m'a-t-il dit lors de notre déjeuner mardi, si quelqu'un avait des preuves documentées de fausses conférences d'entreprises utilisées pour justifier des transferts financiers importants et irréguliers, cela serait extrêmement intéressant pour notre division. Jeudi, j'ai remis un dossier anonyme contenant 3 ans de documentation sur les activités de Hamilton dans le complexe hôtelier. Des reçus qui ne correspondaient pas aux réservations réelles, des virements bancaires coïncidant parfaitement avec des événements d'entreprise qui n'avaient jamais eu de participants enregistrés. Eleanor serait la deuxième. J'ai discrètement contacté le service de conformité fiscale de l'État du Nevada. La procédure d'audit fiscal pouvait prendre des mois, mais une fois lancée, Eleanor aurait dû justifier chaque centime de revenus non déclarés au cours des 5 dernières années.
Marcus serait plus direct. Une plainte anonyme auprès du comité d'éthique de l'entreprise familiale, accompagnée de documents complets montrant comment il avait utilisé les ressources de l'entreprise pour financer ses vacances personnelles. Dans les entreprises familiales traditionnelles comme celle des Ashworth, les violations de l'éthique étaient prises très au sérieux. Jessica allait être un cas particulier. J'ai engagé une enquêtrice spécialisée dans les fraudes à l'assurance. En 2 semaines, elle avait retrouvé chaque article que Jessica avait perdu, puis revendu. Photographies, reçus de vente, documents de suivi postal. Un dossier si solide que n'importe quel procureur l'aurait accepté sans hésiter. Mais il restait un problème, le timing. Pendant cette période de préparation, la famille Ashworth ne restait pas les bras croisés. Elle réagissait, essayait de reprendre le contrôle de la situation. Hamilton m'a invité à un déjeuner d'affaires la 2e semaine. Il est arrivé avec 40 minutes de retard, une vieille astuce psychologique pour me montrer que mon temps avait moins de valeur que le sien. Victor, dit-il en coupant le steak wagyu à $300 qu'il avait commandé sans même consulter le menu, j'ai repensé à notre conversation de la semaine dernière. Notre conversation avait consisté en lui essayant de me convaincre de revendre le complexe à la famille pour la moitié du prix que j'avais payé. Nous pourrions peut-être trouver un arrangement qui convienne à tout le monde, a-t-il poursuivi. Vous conservez la propriété, mais nous nous chargeons de la gestion opérationnelle. Ce serait mutuellement avantageux. Mutuellement avantageux. Code pour « vous payez les frais pendant que nous gardons le contrôle ». C'est une offre intéressante, ai-je répondu calmement, mais je vais la décliner. Son sourire factice vacilla pendant une fraction de seconde. Victor, je pense que vous ne comprenez pas tout à fait les complexités de la gestion d'une propriété de cette envergure. Sans conseils avisés, il est facile de commettre des erreurs coûteuses. Des erreurs coûteuses. Maintenant, il me menaçait. En fait, Hamilton, je pense que je comprends parfaitement. En fait, j'ai passé en revue les opérations précédentes et j'ai trouvé quelques tendances intéressantes qui méritent d'être examinées de plus près. Il pâlit. Eleanor tenta une approche différente. Elle appela Sarah, qui me pressa alors d'être raisonnable au sujet de la situation familiale. « Vic, tu es cruel », m'a dit Sarah lors d'une de nos conversations tendues. « Tu sais à quel point cet endroit compte pour eux. Et tu sais à quel point notre relation devrait compter pour toi, ai-je répondu. Mais cela ne t'a pas empêché de rester silencieuse pendant qu'il m'humiliait pendant 8 ans. C'est différent. C'est exactement la même chose. Une loyauté sélective. Marcus a essayé de me soudoyer. Il s'est pointé au complexe hôtelier un jeudi soir avec une bouteille de whisky à $2000, une proposition d'investissement qui consistait essentiellement à m'offrir une participation minoritaire dans l'une des entreprises familiales. Jessica a été la plus pathétique. Elle a essayé de me draguer. « Vic », m'a-t-elle dit lors d'une rencontre fortuite au bar du complexe, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que le salaire annuel de beaucoup de gens, « tu as toujours été mon beau-frère préféré. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose de grand. » Elle l'avait toujours su. La même femme qui, 3 mois auparavant, m'avait demandé si j'avais enfin trouvé un vrai travail. Si vous suivez cette histoire de revirement familial, abonnez-vous à la chaîne, car la suite va vous montrer comment une famille entière peut s'effondrer lorsqu'elle trouve enfin quelqu'un qui refuse de se laisser marcher sur les pieds. Mais pendant qu'ils gaspillaient leur énergie à essayer de me manipuler pour que je reprenne mon rôle de paillasson de la famille, je mettais en œuvre la phase finale de mon plan. Le vendredi de cette semaine-là, j'ai reçu l'appel que j'attendais. « Monsieur Caldwell, ici l'agent Richardson du fisc. Nous aimerions vous rencontrer pour discuter d'informations que nous avons reçues concernant des activités financières sur votre propriété. » « Bien sûr, » répondis-je en regardant par la fenêtre de mon bureau le lac où Hamilton était en train de boire du champagne sur la terrasse, célébrant ce qu'il croyait être sa victoire inévitable. « Quand cela vous conviendrait-il ? » « Lundi matin. Cela vous irait-il ? Étagem. Caldwell. Pourrions-nous avoir accès à vos registres des 5 dernières années ? Absolument. Tous les registres sont à votre disposition. Je raccrochai le téléphone et souris pour la première fois depuis des semaines. Pas un sourire poli ou politique. Un sourire sincère, plein d'anticipation. Hamilton Ashworth III avait passé toute sa vie à croire que les règles ne s'appliquaient pas à des gens comme lui. Que l'argent et les relations familiales étaient une armure impénétrable contre les conséquences. Lundi matin, il découvrirait à quel point il avait tort. Et ce n'était que le premier domino. Au cours des 15 jours suivants, toute la structure de pouvoir et de privilèges que la famille Ashworth avait construite pendant des générations s'effondrerait pièce par pièce. Car il y avait une différence fondamentale entre eux et moi. Ils avaient hérité du pouvoir. J'avais acquis des compétences.
Et lorsque les compétences rencontrent la corruption, le résultat ne fait jamais aucun doute. Le lundi est arrivé avec un ciel gris au-dessus du lac Tahoe, comme si la nature elle-même pressentait la tempête qui allait s'abattre sur la famille Ashworth. À 9 heures du matin, Hamilton était dans le salon principal, prenant son petit déjeuner habituel, œufs bénédicts et champagne Dom Pérignon. Il avait passé le week-end convaincu qu'il pourrait me manipuler pour que je reprenne mon rôle de gendre soumis. À 9h15, les agents Richardson et Martinez du fisc entrèrent dans le hall. Je les observais depuis la véranda de mon bureau, tandis qu'ils se dirigeaient directement vers la table de Hamilton. Je vis le moment exact où ils se présentèrent. La fourchette avec le saumon s'arrêta en plein mouvement, suspendue dans les airs pendant 5 secondes. Monsieur Ashworth, nous aimerions vous poser quelques questions sur vos activités commerciales dans cette propriété au cours des 4 dernières années. Le visage de Hamilton est passé d'un bronzage artificiel à une teinte de gris que je ne savais pas exister dans la palette humaine. Il doit y avoir un malentendu, a-t-il balbutié. Je ne suis qu'un invité ici. En fait, monsieur, a répondu l'agent Martinez en ouvrant un épais dossier, nous avons des documents attestant de 17 conférences d'entreprises auxquelles vous et votre famille ont été les seuls participants. 2 millions de dollars de blanchiment d'argent, exposés au grand jour un lundi matin. Mon téléphone a sonné. Eleanor, hystérique. Victor. J'ai reçu un contrôle fiscal. Ils veulent 5 ans de documents. Et ils ont spécifiquement mentionné le complexe hôtelier. 400 000 dollars de fraude fiscale découverte. Le 3e appel venait de Marcus, complètement paniqué. Le comité d'éthique de l'entreprise m'a convoqué. Ils ont des documents sur tous mes faux voyages d'affaires. Jessica a été la dernière à appeler, la voix tremblante. Tu sais quelque chose à propos d'une enquête pour fraude à l'assurance? Ils ont des photos des bijoux que j'ai déclarés volés en train d'être vendus. À 2 heures de l'après-midi, toute la famille était réunie dans le hall, dans une scène digne d'un film policier. Hamilton était interrogé par les fédéraux, Eleanor pleurait, Marcus était au téléphone avec des avocats, Jessica regardait ses mains, sous le choc. Et Sarah me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de choc, de peur et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. J'ai décidé de descendre et de me joindre à la fête. Bonjour, ai-je dit calmement. On dirait que vous passez une journée intéressante. Hamilton m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. Victor, c'est toi. Tu as fait ça? Tu as livré ta propre famille. Famille, ai-je répété comme si ce mot était toxique, c'est un groupe de personnes qui se soutiennent mutuellement. Qui se respectent. Qui célèbrent les succès des autres. Je les ai regardés un par un. Une famille ne passe pas 8 ans à traiter un de ses membres de raté. Une famille ne traite pas quelqu'un comme un projet de charité. Mais nous sommes une famille, a crié Eleanor à travers ses larmes. Non. Vous êtes des personnes qui ont partagé votre ADN et qui ont utilisé cela comme excuse pour vous comporter de manière horrible. Marcus a tenté un dernier coup. Vic, on peut régler ça. Tu veux de l'argent? On peut payer. Marcus, tu ne comprends toujours pas. Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai mon propre argent. Beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sarah a finalement pris la parole, presque dans un murmure. Combien? Combien quoi? Combien vaux-tu, Victor? Combien d'argent as-tu réellement? Je la regardais, cette femme avec qui j'avais été marié pendant 8 ans et qui n'avait jamais été assez curieuse pour poser cette question. Net? Environ 85 millions. Le silence fut si profond que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge ancienne dans le hall. 85. Répéta Jessica comme si c'était une langue étrangère. Des millions. Et ça continue d'augmenter. Le projet que vous trouviez si drôle génère des royalties que je vais toucher pendant les 20 prochaines années. Hamilton me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu. Mais, tu conduisais une Honda. Parce que dépenser de l'argent pour des symboles de statut social, c'est pour les gens qui manquent d'assurance. Je préférais investir dans des choses qui comptent vraiment. Des choses comme ce complexe hôtelier, murmura Sarah. Entre autres propriétés. Eleanor a cessé de pleurer, d'autres propriétés. C'est alors que j'ai livré le coup de grâce. Vous vous souvenez du bâtiment où se trouve le siège de l'entreprise familiale? Ce bâtiment art déco que vous avez toujours présenté comme le symbole de la réussite familiale? 4 paires d'yeux se posèrent sur moi. Je l'ai acheté mardi dernier. Marcus ouvrit et ferma la bouche 3 fois sans parvenir à articuler un mot. Vous avez un contrat qui expire dans 6 mois. J'envisage de ne pas le renouveler. L'espace serait parfait pour un centre de formation technique pour les jeunes défavorisés. Vous ne pouvez pas faire ça, s'écria Hamilton. En fait, je peux. C'est ainsi que fonctionne la propriété privée.
Mon téléphone a sonné. C'était mon avocat, suffisamment fort pour que tout le monde l'entende. Victor, l'offre d'achat du manoir à Marthaes-Vineyard a été acceptée. Le manoir familial. Le cœur de l'héritage de 4 générations. Hamilton se leva comme un homme de 90 ans. Le manoir. Notre manoir. Techniquement, il appartenait à Coastal Property depuis 6 mois. Vous le louiez sans le savoir. Coastal Property est l'une de mes sociétés. La prise de conscience se lut sur tous les visages simultanément. Pendant des mois, ils avaient vécu dans des propriétés que je contrôlais, menant un style de vie qui n'existait que parce que je le leur permettais. « Pourquoi » demanda Sarah, les larmes coulant sur ses joues. « Pourquoi avez-vous fait ça » ? Parce que chaque fois que vous vous moquiez de mes succès, chaque fois que vous me traitiez de raté, cela me motivait davantage à vous prouver que vous aviez tort. « Et maintenant » demanda Hamilton, la voix brisée. « Maintenant, vous découvrez que vous avez sous-estimé la mauvaise personne pendant trop longtemps. » Je me dirigeais vers la sortie, m'arrêtant seulement pour donner une dernière information. « Ah, Hamilton, les agents voudront vous parler de ce compte aux îles Caïmans. Mes auditeurs sont très pointilleux. » En sortant, j'entendis Eleanor murmurer « Comment avons-nous pu ne pas voir? Comment avons-nous pu ne pas remarquer ?» La réponse était simple, ils n'avaient vu que ce qu'ils voulaient voir. Mais le véritable rebondissement était encore à venir. Tout ce que j'avais révélé n'était que la première phase. La deuxième phase commencerait lorsqu'ils découvriraient que je n'avais pas seulement acheté leur propriété, mais que j'avais complètement réorganisé leur vie d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. 3 mois plus tard, j'étais assis sur la terrasse de mon bureau dans le complexe hôtelier, regardant les eaux calmes du lac Tao refléter le coucher de soleil doré. Le silence était différent maintenant. Ce n'était plus le silence gêné de ceux qui sont ignorés, mais la paix profonde de ceux qui ont enfin trouvé leur place dans le monde. Hamilton avait été inculpé pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. 17 chefs d'accusation fédéraux qui lui valaient au moins 8 ans de prison. Son entreprise familiale était en liquidation forcée pour payer les amendes du fisc, et tous les biens de la famille avaient été gelés pendant l'enquête. Eleanor découvrit que frauder 400 000 $ d'impôts avait des conséquences réelles. Outre les amendes qui quintuplèrent le montant dû, elle fut contrainte de vendre la collection d'œuvres d'art et les bijoux qu'elle considérait comme intouchables. La femme qui m'avait un jour demandé quand j'allais trouver un vrai travail, travaillait désormais à temps partiel dans une galerie d'art pour payer les dettes fiscales. Marcus a non seulement perdu son emploi dans l'entreprise familiale, mais il a également été définitivement exclu du conseil d'administration. La fraude fiscale lui a coûté sa carrière dans le secteur financier. Aucune entreprise sérieuse n'a voulu l'embaucher après que l'affaire a été rendue publique. Aux dernières nouvelles, il vendait des assurances dans une petite ville de province. Jessica a subi les conséquences les plus sévères. La fraude à l'assurance est un crime fédéral, et l'enquête judiciaire avait documenté chaque centime qu'elle avait volé aux compagnies d'assurance. 7 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 4 premières années. La femme qui se moquait de mes « jeux de train » portait désormais un uniforme orange dans une prison fédérale. Mais le changement le plus significatif n'était pas le leur, c'était le mien. Pendant 8 ans, j'avais mesuré ma valeur à l'aune de l'acceptation de personnes qui ne méritaient pas ma considération. J'avais bâti une carrière extraordinaire, amassé une fortune considérable et réalisé des projets qui reliaient des continents, mais je continuais à me sentir petit en présence de personnes qui n'avaient jamais rien accompli par elles-mêmes. Le processus qui a consisté à exposer leur corruption m'a appris quelque chose de fondamental. Ce n'est pas l'argent qui donne le vrai pouvoir, ni l'héritage familial, ni les relations sociales. Le vrai pouvoir vient du fait de savoir exactement qui vous êtes et de refuser d'accepter moins que ce que vous méritez. Sarah est arrivée à l'hôtel 2 semaines après que tout a éclaté. Elle a conduit depuis San Francisco, un trajet de 4 heures qui lui a laissé suffisamment de temps pour réaliser à quel point elle avait été aveugle pendant 8 ans. « Je ne suis pas venue pour m'excuser », a-t-elle dit en s'asseyant sur la chaise en face de mon bureau. « Parce que les mots ne peuvent pas réparer 8 ans de négligence. » « Alors pourquoi es-tu venue ? » ?»« Pour te dire que tu avais raison sur tout. Et pour te demander s'il y a une chance que nous recommencions. » Je l'ai regardée longuement. La femme que j'avais aimée pendant 10 ans, qui avait choisi à plusieurs reprises sa famille toxique plutôt que notre mariage, qui avait ri quand on me traitait de raté. « Sarah, répondis-je calmement, pendant 8 ans, tu as eu d'innombrables occasions de choisir notre mariage. De me défendre une seule fois. De montrer de la curiosité pour qui j'étais vraiment. Je sais. Tu ne m'as pas perdu quand ils m'ont humilié. Tu m'as perdu quand tu as choisi de te taire. » Elle a pleuré. Pas des larmes de manipulation ou d'apitoiement sur soi-même, mais le genre de pleurs profonds de quelqu'un qui comprend enfin le poids de ses choix. « Que veux-tu que je fasse » a-t-elle demandé. « Rien, ai-je répondu sans cruauté.
Tu ne peux rien faire. Certaines décisions ont des conséquences irréversibles. Elle est partie cet après-midi-là, et c'est la dernière fois que nous nous sommes parlé. 6 mois plus tard, j'ai définitivement transféré mon siège social dans le complexe hôtelier. J'ai engagé une société d'architecture pour agrandir le complexe, en y ajoutant un centre de conférences pour les ingénieurs et un programme de bourse pour les jeunes intéressés par les infrastructures. Le nouveau programme s'appelle Ashworth Engineering Scholarship, bourse d'études Ashworth en ingénierie, non pas en l'honneur de la famille, mais parce que j'ai trouvé poétique d'utiliser leur nom pour quelque chose qui construit réellement l'avenir, plutôt que de simplement hériter de privilèges. Aujourd'hui, quand je me réveille chaque matin et que je vois les montagnes se refléter dans le lac, je ne ressens ni colère ni amertume. Je ressens une profonde gratitude d'avoir découvert ma propre valeur avant qu'il ne soit trop tard. Les gens me demandent si cela en valait la peine. Toute cette planification, toutes ces recherches, toute cette énergie dépensée pour exposer la corruption de la famille Ashworth. La réponse est simple, il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de moi. Il s'agissait de comprendre enfin qu'accepter d'être rabaissé n'est pas de l'humilité, mais de la complicité avec sa propre déchéance. Il s'agissait de découvrir que certaines batailles valent la peine d'être menées, non par vengeance, mais par respect de soi. Hamilton Ashworth III a passé sa vie à croire qu'il était né supérieur aux autres. Eleanor croyait que l'argent hérité était synonyme de valeur personnelle. Marcus et Jessica ont grandi en pensant que le privilège était un droit incontestable. Ils ont tous confondu les circonstances avec le caractère. Et lorsqu'ils ont enfin rencontré quelqu'un dont le caractère avait été forgé par de réelles conquêtes, ils n'ont pas su comment réagir. La dernière fois que j'ai visité la ville où ils vivaient, j'ai vu Hamilton sortir d'un cabinet d'avocats pénalistes, marchant avec les épaules voûtées d'un homme qui avait enfin compris que les règles s'appliquent à tout le monde. Je n'ai ressenti aucune satisfaction vindicative. J'ai seulement ressenti la confirmation tranquille que la justice poétique ne consiste pas à détruire les gens, mais à permettre aux conséquences naturelles de leur choix de les rattraper enfin. Si vous avez déjà été sous-estimé, rabaissé ou traité comme si vous n'aviez aucune importance, cette histoire est pour vous. N'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Ne mesurez pas votre valeur à l'aune de l'approbation de personnes qui n'ont jamais eu à construire quoi que ce soit par leurs propres moyens. Et n'oubliez pas, le respect que vous avez pour vous-même détermine la façon dont les autres doivent vous traiter. Si ce parcours de transformation vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'accepter d'être rabaissées et qui ont tenu à prouver leur valeur. Car en fin de compte, la vengeance la plus douce n'est pas de détruire ceux qui vous ont sous-estimé, mais de construire une vie si extraordinaire que leur opinion devient complètement insignifiante. Aujourd'hui, quand les gens me demandent comment j'ai réussi à renverser la situation face à toute une famille d'élite, je souris simplement et je réponds, ils pensaient l'avoir affaire au mari raté de Sarah. Mais c'était moi qu'ils avaient affaire. Et cette différence a fait toute la différence.